Révélations explosives, Gisèle, la vraie mère de Franck Biya vit discrètement en Europe. Imaginez une famille où personne ne sait vraiment qui est le père, ni qui est la mère. Imaginez un palais où les secrets se portent comme des costumes 3 pièces, propres en apparence, mais cousus de fils qui risquent de lâcher à tout moment. Imaginez un homme, l'un des dirigeants les plus longtemps en place sur ce continent, dont la vie privée est un labyrinthe tellement complexe que même ses proches s'y perdent. Au Cameroun, on a longtemps dit, ce qui se passe au palais reste au palais. Mais voilà. Quelque chose a changé. Les murs ont commencé à parler. Et ce qu'ils murmurent, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les profondeurs du système Biya. On va parler de filiation, de rivalité, de femmes oubliées, d'enfants cachés, et d'une guerre de succession qui ne dit pas encore son nom, mais qui fait déjà des victimes. Restez avec moi. Parce que cette histoire-là, elle ne ressemble à aucune autre. Partie 1, contexte et fait, le palais, ce volcan sous la neige. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État camerounais, il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. Paul Biya ne dirige pas un pays. Il dirige un système. Un système opaque, hiérarchisé, construit sur des loyautés fragiles et des secrets soigneusement entretenus. Et comme tout système qui repose sur le silence, il finit tôt ou tard par exploser sous la pression de ses propres contradictions. Tout a commencé, du moins dans sa version publique récente, avec l'affaire Georges Gilbert Baongla. Un homme qui, depuis des années, circule dans les cercles proches du pouvoir camerounais avec une réputation bien particulière, celle de se présenter comme un fils naturel du chef de l'État. Pendant longtemps, on a ri. On a haussé les épaules. On a dit, encore un illuminé qui veut profiter du nom Biya. Mais voilà que l'affaire prend une tournure judiciaire, ou du moins ce qui ressemble à une tournure judiciaire. Selon certaines informations relayées dans plusieurs cercles proches du dossier, une convocation aurait été émise par le secrétariat à la défense, le fameux CED, visant M. Baongla, pour des faits qui seraient présentés comme de la diffamation et de la cybercriminalité. Mais là, attention. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon Jean-Marc Sobot, journaliste et analyste politique réputé, cette convocation ne mentionne aucun plaignant nommément identifié. Aucun. Ce détail, apparemment technique, est en réalité explosif. Car si Franck Biya, présenté comme le plaignant présumé, n'a déposé aucune plainte formelle, alors qui a déclenché cette procédure? Pour quelle raison? Et au profit de qui? Mais attendez. Parce qu'on n'en est qu'au début. La vraie question n'est pas de savoir si une plainte a été déposée ou non. La vraie question, c'est, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que l'affaire Baongla ressurgit avec autant de violence à ce moment précis de l'histoire politique camerounaise? Pour répondre à ça, il faut remonter le temps. Très loin. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. 40 ans et plus de règne. Pendant toutes ces décennies, sa vie privée a été protégée comme un secret d'État. Son entourage immédiat, sa famille, ses enfants, tous baignent dans un silence institutionnalisé. Mais le silence a ses limites. Et dans un pays où les rumeurs circulent plus vite que les décrets présidentiels, certaines vérités finissent par percer. Ce que l'on sait, ou du moins ce que plusieurs sources concordantes affirment, c'est que le chef de l'État camerounais aurait eu, au fil de sa longue carrière politique et personnelle, plusieurs enfants hors mariage. Des enfants placés dans des familles proches, élevés sous d'autres noms, protégés par des arrangements discrets que seuls les initiés comprennent. Et parmi ces enfants, 2 noms reviennent avec insistance, Georges Gilbert Baongla, et Franck Biya lui-même. Oui. Vous avez bien entendu. Partie 2, le conflit, la guerre des fils. Il y a dans cette histoire quelque chose qui dépasse largement le cadre d'une simple querelle familiale. Ce dont on parle ici, c'est d'une bataille pour la succession d'un empire politique vieux de 4 décennies. Et comme dans toute bataille de succession qui se respecte, les armes ne sont pas forcément des fusils. Elles peuvent être des dossiers judiciaires. Des convocations. Des fuites dans la presse. Des manœuvres d'appareils soigneusement orchestrées. Selon Jean-Marc Sobot, la machination anti-Baongla ne serait pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'un tandem bien identifié au sommet de l'État, Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, et Galax Etoga. 2 hommes qui, dit-on, ont tout intérêt à ce que Franck Biya soit le seul héritier légitime reconnu. Pourquoi? Parce que si Baongla existe en tant que fils reconnu, même informellement, alors la ligne de succession devient moins claire. Et quand la succession est floue, le pouvoir devient plus difficile à contrôler.
Mais ce n'est pas tout. Dans cette histoire, il y a un troisième personnage qui observe et qui, selon certains analystes, profite de la situation, Jean de Dieu Momo, présenté comme un homme habile à naviguer dans les eaux troubles du système. Un homme que certains appellent un second couteau, mais qui sait exactement quand et comment plonger la lame. Alors on se retrouve avec une scène digne d'une pièce de théâtre à grand spectacle. D'un côté, des hommes du palais qui veulent étouffer Bahongla, de l'autre, des analystes et des voix dissidentes qui soulèvent des questions que personne ne veut officiellement poser. Et au centre de tout ça, un vieillard solitaire, entouré de son armée personnelle, vivant dans ce qu'on décrit comme un îlot, coupé du monde, coupé de la réalité, peut-être même de sa propre famille. Car voilà ce que des sources décrivent de Paul Biya aujourd'hui, un homme sans état d'âme. Cynique. Retors. Capable de laisser ses propres proches subir les conséquences de ses décisions, comme il l'aurait fait avec son propre frère cadet, laisser purger une peine de prison sans intervention. Et comme il l'aurait fait avec Dieudonné Angoula, l'ancien directeur des télécommunications, condamné à 15 ans de prison pour détournement de deniers publics. Cet homme était, selon plusieurs récits, celui chez qui Biya aurait demandé la main de Chantal Biya. Et pourtant, le patriarche Yezoum, c'est son autre nom, est mort en prison, à Kondangui, en décembre 2009. On dit que M. Biya demandait régulièrement des nouvelles de ses prisonniers. Non pas pour les aider, mais pour s'assurer qu'ils souffraient vraiment. Voilà l'homme dont on parle. Partie 3, révélation et décryptage. Qui est vraiment qui? Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les révélations. Celles qui font mal. Celles qu'on ne répète pas à voix haute dans certains cercles. Commençons par Georges Gilbert Bahongla. Contrairement à ce que ses détracteurs veulent faire croire, Bahongla ne serait pas, selon plusieurs sources, le fils d'un homme qui a simplement épousé sa mère. Il aurait grandi dans la famille Biya elle-même, avec le statut de fils du grand frère du président, Feu Benoît Assam Vondo, décédé en septembre 2012. Selon ces mêmes sources, Paul Biya l'y aurait discrètement placé, pour le protéger, dit-on, des regards du rigoriste Amadou Ahidjo, le prédécesseur de Biya, connu pour son intransigeance sur les questions de mœurs de ses collaborateurs. Ahidjo, raconte-t-on, savait. Il savait que son jeune premier ministre était ce qu'on appelle pudiquement un coureur de jupons. Et Ahidjo calmait le jeu autant qu'il le pouvait. On dit même qu'Ahidjo avait connaissance de la prédilection particulière de Biya pour les femmes métisses. Et que cette prédilection ne s'arrêtait pas toujours aux frontières du convenable. Mais revenons à Bahongla. Élevé dans la famille Biya, il en aurait rapidement adopté le style de vie. Pas celui d'un homme d'État. Celui d'un flambeur. D'un homme à femme. D'un fêtard notoire, souvent vu en grosse moto, en compagnie de personnalités au profil coloré, dont une certaine Élise Hazard, fille d'un notable maronite libanais, propriétaire du restaurant Le Marseillais à Yaoundé. Et là, l'histoire prend une tournure proprement cinématographique. Parce qu'Élise Hazard n'est pas n'importe qui dans ce récit. C'était également, et là, il faut bien mesurer ce qu'on dit, une amie intime d'une certaine Chantal Vigouroux. Une métisse française que le réseau avait introduite dans l'entourage du président Biya. Vous voyez où ça mène? Bahongla aurait côtoyé de très près ce réseau. Il aurait connu la future First Lady, avant son père. Voilà pourquoi certains, dans les coulisses, parlent de Bahongla avec une gêne particulière. Pas parce qu'il est un imposteur. Mais parce qu'il est peut-être trop réel. Et voilà aussi pourquoi feu Madame Assam Vondo, l'épouse du frère aîné de Biya, celle qu'il a élevée, aurait, selon plusieurs témoignages, plaidé toute sa vie pour que Bahongla soit reconnu à l'état civil. On dit qu'elle dormait avec une photo de lui à son chevet. Et qu'à sa mort, cette photo a été glissée dans son cercueil. Une information présentée comme vérifiée par des sources proches de la famille. Maintenant. Franck Biya. L'héritier officieux. Le fils présumé du couple présidentiel. Voilà ce que des sources très proches de la famille affirment, selon l'analyse de Jean-Marc Sobot. Franck Emmanuel Olivier Biya ne serait pas le fils biologique de Jeanne